J'ai eu 18 ans un samedi, fin septembre. Ça faisait 3 ans que je décomptais les jours jusqu'à cette date précise. Non pas parce que je voulais voter, acheter des tickets à gratter, ou faire tout ce que les jeunes normaux attendent avec impatience. Je comptais parce que c'était la fin de leur emprise sur moi, le jour où, légalement, ils ne pourraient plus me traîner à la maison si je décidais de disparaître. Moi, un homme de 22 ans, j'ai grandi dans une de ces maisons qui rendent bien en photo. Une maison de style craftsman à 2 étages, avec des boiseries blanches et des haies que mon père soignait avec obsession chaque week-end. De l'extérieur, nous avions l'air d'une famille modèle. À l'intérieur, cependant, c'était comme vivre dans une maison où j'étais la seule chose qu'ils auraient aimé pouvoir cacher. Mon frère, Evan, a 2 ans de moins que moi, et il a été le favori dès sa première seconde de vie. Je n'exagère pas. Ce gamin aurait pu incendier le garage qu'il lui aurait demandé s'il avait besoin d'une thérapie et d'une nouvelle Xbox pour gérer ses émotions. Pendant ce temps, j'ai une fois laissé une serviette mouillée sur le sol de la salle de bain et j'ai eu droit à une leçon de 45 minutes sur le respect et la responsabilité, qui s'est terminée par mon père me demandant si j'avais été élevé par les loups. En grandissant, j'ai appris à exister en silence. Pas de bruit de pas, aucune plainte, toujours un coup d'avance sur ce dont ils avaient besoin pour qu'ils n'aient pas à demander. Mon père avait ce regard qu'il me lançait, comme si ma simple présence l'agaçait. Ma mère était pire, car elle souriait en disant des horreurs comme « Evan est juste naturellement doué, chérie. Toi, tu dois travailler 2 fois plus dur pour suivre. » Evan a eu la bonne génétique, la personnalité, les opportunités. Après que ma mère a perdu 3 grossesses avant lui, il est devenu leur bébé miracle, leur seconde chance, et j'étais juste l'enfant qu'ils avaient eu avant de comprendre ce qu'ils voulaient vraiment. J'ai essayé, pourtant. J'avais des notes correctes, je travaillais à temps partiel à la quincaillerie locale, chargeant des sacs de paillis et de ciment après l'école, je ne causais jamais de problème, et j'économisais chaque euro car je savais déjà que l'université ne se ferait pas avec leur argent. Chaque fois que mon père parlait de mon avenir, il grognait quelque chose comme « Tu te débrouilleras. Tu es plein de ressources. » Pour ses 16 ans, Evan a eu un ordinateur portable de gaming flambant neuf pour l'école. Il l'utilisait surtout pour regarder des vidéos et jouer jusqu'à 3 heures du matin. Quand je lui ai demandé de me le prêter une fois pour mes recherches universitaires, ma mère m'a dit de demander d'abord à Evan. Il m'a répondu de m'en acheter un. Fin de la discussion. Alors, quand le jour de mes 18 ans est arrivé, je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être une carte avec 20 € dedans, peut-être un gâteau de l'épicerie, quelque chose qui reconnaissait mon existence. Je me suis réveillé vers 10h30, je suis descendu et j'ai trouvé mon père en train de nouer un ruban argenté autour d'une élégante boîte noire sur le comptoir de la cuisine. Evan sautillait partout comme si c'était le matin de Noël. Ma mère avait ce faux sourire de photo, figé sur son visage. Personne ne m'a regardé, pas une seule fois. Ma mère a finalement remarqué ma présence et a dit « Oh, timing parfait, chérie. » Evan, vas-y, je suis resté là, confus, paralysé. Evan a déchiré la boîte et en a sorti une montre chère en acier inoxydable, avec un bracelet en cuir. Le genre de montre qui coûte plus que 3 mois de mon salaire à la quincaillerie. Le genre qu'on voit dans les publicités pour des parfums et des voitures de luxe. Yo, c'est une tuerie, a souri Evan, la glissant à son poignet et la tournant pour capter la lumière. Maintenant, je n'aurai plus besoin de voler la tienne, papa. Mon père a ri et lui a ébouriffé les cheveux. Tu l'as mérité, champion. Nous sommes fiers de toi. Mérité. Le plus grand accomplissement du gamin ce mois-ci avait été d'entrer dans l'équipe de basket junior et de ne pas se faire suspendre pour avoir vapoté dans les vestiaires. Je suis resté là à attendre, attendant que quelqu'un se souvienne de me regarder, de dire les 2 mots qui comptaient vraiment aujourd'hui. Ma mère a jeté un œil vers moi et a dû voir quelque chose sur mon visage, car elle a dit « Ne sois pas si amer, Nolan. La vie, ce n'est pas les biens matériels. Quand tu seras plus grand, tu comprendras que le caractère compte plus que les cadeaux. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Elle l'a dit de cette voix douce et condescendante qu'elle utilise quand elle veut paraître sage, comme si j'étais un gamin pourri gâté piquant une crise pour un jouet. Je pensais qu'on mangeait du gâteau, ai-je dit doucement. Oh, on en a mangé un peu tout à l'heure, a dit Evan nonchalamment, sans même lever les yeux de sa nouvelle montre. Pendant que tu faisais la grasse matinée. J'ai cligné des yeux. Vous avez mangé le gâteau sans moi. C'était juste un petit truc, a dit ma mère rapidement. Rien de bien grand.
N'en fais pas toute une scène. Evan a eu un sourire narquois. Mon nom était dessus. Tu l'as raté, frérot. Enfin, c'était une sorte de célébration commune, mais... Ce n'est pas ton anniversaire. Passe à autre chose, a lancé mon père sèchement. Ce n'est qu'un gâteau, Nolan. Arrête d'être dramatique. C'est à ce moment-là que quelque chose dans ma tête ajuste. Cédé, comme un fil qui casse. J'ai regardé Evan. Vraiment? Je l'ai regardé, là, debout avec sa montre à 1500 €, portant le sweat à capuche que j'avais acheté avec mon propre argent, celui qu'il m'avait emprunté il y a 3 mois et jamais rendu. Vous savez quoi, ai-je dit, la voix plus forte que prévu. C'est pathétique. Vous êtes pathétique. Tu n'as jamais rien mérité de toute ta vie. Tu te laisses porter pendant qu'il te donne tout sur un plateau, en prétendant que tu es spécial. Le visage d'Evan est devenu rouge. C'est quoi ton problème, mec? Mon problème? J'ai ri, et le son est sorti étrangement. Mon problème, c'est que je suis ici, le jour de mon anniversaire, à te regarder recevoir une montre pour le simple fait d'exister, alors qu'ils ne se souviennent même pas de la date. Nolan, a prévenu ma mère. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça n'a jamais suffi. Vous me traitez comme un chien errant que vous êtes obligé de nourrir, pendant que vous organisez des fêtes pour le petit prince qui a raté tous ses cours, sauf le sport. C'est là que mon père a bougé vite. Il m'a attrapé par le col, me poussant violemment contre le réfrigérateur. Ma tête a heurté l'acier inoxydable. Tout est devenu blanc pendant une seconde. Tu as fini, a-t-il dit, la voix basse et froide. Tu m'entends? Fini. Je l'ai repoussé assez fort pour qu'il trébuche. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Je n'avais jamais riposté avant, jamais élevé la voix, jamais combattu. Touche-moi encore une fois, ai-je dit calmement, et je te le ferai regretter. Il est revenu vers moi, cette fois avec le poing. Il m'a frappé dans les côtes. Une fois, 2 fois. Je me suis plié en deux, cherchant mon souffle. Ma mère a crié. Evan est resté là, à regarder. Mon père m'a attrapé le visage, m'a forcé à le regarder. Assez, a-t-il dit. On a fini de célébrer un échec comme toi. Tu n'es qu'une erreur. Maintenant, dégage de ma vue. Une erreur? C'était donc ce que j'étais, pas son fils. Je me suis redressé. Les côtes hurlantes, un goût de sang dans la bouche, je les ai regardés tous les trois, ma mère pleurant de fausses larmes, Evan tenant toujours sa montre, mon père respirant fort, les poings serrés. Et j'ai réalisé quelque chose. Il ne m'aimerait jamais. Peu importe ce que je ferais, à quel point j'essaierais, à quel point je me ferais petit, je ne serai jamais Evan. Alors, j'ai fait un choix. Je suis monté, j'ai pris mon sac à dos, j'y ai fourré un sweat, des chaussettes, des barres de céréales, mon chargeur de téléphone, et les 180 € que j'avais économisés dans une enveloppe collée sous le tiroir de mon bureau. J'avais ma carte d'identité, ma carte de débit, et les horaires des bus Greyhound que j'avais enregistrés sur mon téléphone 3 semaines plus tôt, au cas où. À 2 heures du matin, pendant que tout le monde dormait, je me suis glissé dehors par la porte de derrière. Je n'avais pas de plan. Je savais juste que je préférais dormir dans la rue plutôt que de passer une nuit de plus dans cette maison. Les 4 premières nuits ont été brutales. Je ne vais pas enjoliver les choses. J'ai navigué entre le dîner ouvert 24h24 sur la route 12, un coin de la bibliothèque municipale jusqu'à ce qu'on me mette dehors à la fermeture, et un banc derrière le 1K que personne ne vérifiait après minuit. J'ai appris quels distributeurs automatiques étaient les plus susceptibles de donner un produit en double si on les frappait correctement, quelle toilette de station-service avait le meilleur savon pour se laver. Et quelle ligne de bus fonctionnait toute la nuit pour que je puisse dormir sans être dérangé par la police. Le 4e jour, j'ai failli me faire repérer. Je passais devant le centre commercial pour charger mon téléphone à la bibliothèque, et j'ai vu le camion de mon père entrer dans le parking, comme s'il était chez lui. Même bosse sur le pare-choc, même plaque d'immatriculation personnalisée. Mon cerveau s'est glacé. Je me suis caché derrière un distributeur près de l'entrée de la laverie et je suis resté là, faisant semblant de faire défiler mon écran comme si de rien n'était. Je l'ai regardé sortir, regardé autour de lui, puis entrer dans l'épicerie comme s'il était en mission. Il ne m'a pas vu. Mais j'ai appris quelque chose à ce moment-là.
Disparaître, ce n'est pas seulement partir. C'est rester invisible quand on est à 5 secondes de se faire prendre. La 5e nuit, mon téléphone était presque mort. Mon sweat sentait la sueur et la pluie. Et j'avais mangé tellement de barres protéinées de station-service que je pensais que mon estomac allait se révolter. C'est là que j'ai trouvé l'église du centre-ville. Il gérait un refuge dans le sous-sol. Rien d'extraordinaire, juste des lits de camp et un repas chaud 3 fois par semaine. Le type à l'accueil était un homme plus âgé, aux cheveux gris et au regard bienveillant, comme on en voit rarement. Il n'a pas posé de questions quand je suis arrivé avec mon sac à dos et ma lèvre fendue, il a juste hoché la tête et m'a indiqué un lit vide près du fond. J'y suis resté pendant 11 jours. J'ai rencontré des gens, j'ai appris des choses, comme comment faire durer 3 € pour 2 repas, comment repérer les ennuis avant qu'ils ne vous repèrent, et comment dormir d'un sommeil léger pour que personne ne vole vos affaires. Pendant la journée, j'allais à la bibliothèque et je remplissais des demandes d'emploi sur les ordinateurs publics. J'ai postulé partout, restaurants, magasins, entrepôts, services de livraison, tout ce qui accepterait quelqu'un avec un diplôme de fin d'études secondaires et un pouls. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des appels après environ 1 semaine et demie. C'est aussi à ce moment-là que mon père a commencé à appeler. Le premier message était en colère, menaçant, puis confus, puis désespéré. Au 4e message vocal, il pleurait. « Ta chambre est toujours là, Nolan. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut en parler. » Je n'ai pas rappelé. Que étais-je censé dire? Que je préférais dormir sur un lit de camp dans le sous-sol d'une église plutôt que de vivre dans une maison où j'étais une erreur? Finalement, j'ai décroché un emploi dans un centre de distribution de fournitures médicales, un immense entrepôt près de l'autoroute 47 qui expédiait du matériel hospitalier et des produits pharmaceutiques à des cliniques dans 3 États. Le salaire était le minimum légal, avec parfois des heures supplémentaires, mais ils m'ont embauché sur le champ quand je me suis présenté à l'entretien dans une chemise empruntée. Le directeur des opérations, un homme avec des avant-bras comme des câbles d'acier, m'a regardé et a dit « Tu arrives à l'heure, tu travailles dur, tu ne voles pas. Et on est bon. » C'est tout le contrat. Je suis arrivé chaque jour en avance. Après 2 semaines à dormir au refuge, j'ai croisé le type plus âgé de l'accueil dehors, après l'un des services de repas. Il déposait des couvertures et des soupes en conserve données. Un ancien électricien, retraité précoce après la mort de sa femme. Il a mentionné qu'il avait une cabane aménagée derrière sa maison, qu'il utilisait comme débarras, mais il songeait à la louer à bas prix à quelqu'un qui avait besoin d'un coup de pouce. J'ai demandé à quel prix. Il a dit 120 € par semaine, charges comprises. J'ai emménagé le lendemain matin. Ce n'était pas grand-chose. Un matelas, une place sur un cadre en métal, un chauffage d'appoint qui ne fonctionnait que si on ne le regardait pas de travers, un micro-ondes et une plaque chauffante. Ça sentait l'huile de moteur et les vieux journaux. Mais c'était chaud, privé, et c'était à moi. Le propriétaire me laissait tranquille, la plupart du temps. Il frappait 1 fois par semaine pour le loyer et laissait parfois un sac de courses sur le pas de la porte sans rien dire. Je travaillais plus de 40 heures à l'entrepôt, prenant parfois des quarts le samedi quand ils avaient besoin de bras pour des expéditions urgentes. Je me suis fait discret, j'ai fait mon travail, sans me plaindre. Après environ 6 semaines, le directeur a commencé à m'affecter au poste de contrôle des stocks, un poste qui ne nécessitait pas autant de travail physique. Il n'a jamais expliqué pourquoi, il l'a juste fait. Le soir, je marchais jusqu'à la bibliothèque et je travaillais sur mes dossiers d'inscription au Community College. J'avais manqué certaines dates limites, mais les inscriptions de printemps étaient encore ouvertes. J'écrivais mes dissertations sur mon téléphone, les sauvegardais sur un compte cloud gratuit, et les imprimais à la bibliothèque pour 15 centimes la page. Chaque frais d'inscription me faisait mal. 40 € par-ci, 50 € par-là. Mais je les ai payés. Je n'ai rien dit à mes parents. Je n'ai rien dit à personne. Début décembre, j'avais pris ma routine à l'entrepôt. Je commençais à reconnaître les visages, à apprendre les noms. C'était étrange, comme si je construisais vraiment quelque chose de réel. Mon téléphone vibrait encore de temps en temps. Numéros inconnus, principalement des messages vocaux que je supprimais sans les écouter. Je pensais qu'ils avaient tourné la page maintenant. Qu'ils avaient transformé ma chambre en salle de sport, en bureau, ou en débarras. Puis, un jour de début décembre, j'ai reçu un email de ma conseillère d'orientation du lycée. Nolan.
J'espère que ce message te trouve en sécurité. Je voulais t'informer que ta demande de relevé de notes a été annulée. Tes parents ont contacté l'administration de l'école et ont déclaré que tu ne poursuivrais pas d'études supérieures. Ils ont demandé que nous cessions toute correspondance concernant les inscriptions universitaires. Je voulais m'assurer que tu étais au courant. Contacte-moi si tu as besoin d'aide. Je l'ai lu 5 fois. Puis je l'ai rappelé. Elle a tout confirmé. Mes parents avaient contacté l'école 3 semaines plus tôt, prétendant que j'avais décidé de ne pas aller à l'université, et avaient demandé que mes dossiers soient marqués comme inactifs. Certaines dates limites étaient déjà passées. Une bourse d'État pour laquelle j'étais en lice était perdue. J'ai passé les 3 jours suivants à tout arranger, appelant l'école, expliquant la situation, réactivant mes dossiers. La conseillère m'a aidé où elle le pouvait, écrivant des lettres, passant des appels, mais certaines opportunités étaient déjà mortes. Cette nuit-là, assis dans ma cabane, je fixais le mur. Et j'ai compris. Ils n'en avaient pas seulement fini avec moi. Ils essayaient activement de me bloquer, d'arrêter mon avenir avant que je puisse leur prouver qu'ils avaient tort. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être triste et que j'ai commencé à planifier. L'hiver a frappé fort. La cabane était à peine isolée, et le chauffage ne fonctionnait que si on le positionnait parfaitement. Je dormais avec 3 couches de vêtements la plupart des nuits. Chaussettes doublées, enroulées sur moi-même. Le travail s'est intensifié pendant les fêtes. Des journées doubles la plupart des semaines. Le dos en feu, les mains abîmées. Mais chaque quart supplémentaire représentait 70 € de plus pour les frais de scolarité. Le directeur a commencé à me faire tourner à la coordination logistique. Moins de charges lourdes, plus de résolution de problèmes. Il s'est avéré que j'étais bon à ça. Un soir, le système d'inventaire a planté juste avant une échéance majeure. Toute l'équipe a paniqué. Le directeur était au téléphone, hurlant sur le siège social, quand j'ai remarqué le message d'erreur. J'avais appris seul à utiliser Excel et les bases de données à la bibliothèque entre 2 candidatures. Cette erreur était simple, une table de données corrompue. Je me suis approché. Essayez de recharger la sauvegarde d'hier. La base de données actuelle est corrompue. Le directeur m'a dévisagé. Tu sais faire ça? J'ai haussé les épaules. Je peux essayer. 15 minutes plus tard, le système fonctionnait. Il m'a frappé dans le dos assez fort pour me faire un bleu. Tu viens de nous faire économiser une pénalité de 25 000 €, gamin. La nouvelle s'est répandue rapidement. En 2 semaines, les gens ont commencé à venir me voir quand la technologie tombait en panne. Je n'ai pas eu d'augmentation, mais les gens ont appris mon nom. Ils ont commencé à me voir comme autre chose que le gamin qui chargeait des boîtes. Fin décembre, j'avais économisé assez pour les frais de scolarité du printemps. J'ai postulé à 3 programmes au Community College. J'ai dû obtenir une dérogation de dépendance auprès de l'aide financière. Je leur ai fourni des documents du refuge, une lettre de la conseillère, une preuve que je subvenais à mes besoins. 6 rendez-vous et une montagne de paperasse plus tard, j'ai réussi. Janvier est arrivé avec les lettres d'acceptation. Les 3 programmes, plus une bourse partielle basée sur les besoins. J'ai fixé l'email pendant 2 heures, regardant le mot « félicitations » comme s'il pouvait disparaître. Cette nuit-là, j'ai préparé un gâteau en boîte dans la cuisine du propriétaire. Au chocolat, de travers, légèrement brûlé. J'ai écrit mon propre nom dessus avec du glaçage bleu. Juste, Nolan. J'en ai mangé 3 parts. J'ai gardé le reste. Le lendemain matin, je me suis inscrit au cours. Introduction à la gestion d'entreprise, algèbre, composition anglaise, principe de la logistique. Je n'ai rien dit à mes parents, mais les petites villes parlent. 3 semaines plus tard, j'ai croisé une voisine à l'épicerie. Elle a souri largement. Nolan, j'ai entendu dire que tu allais à l'université. Ta mère doit être si fière. J'ai hoché la tête. Ouais, sans doute. Mais je savais la vérité. Plus tard cette semaine-là, ma mère a appelé d'un numéro inconnu. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Elle n'a ni pleuré ni crié, elle a juste dit de cette voix mesurée et faussement douce, on a entendu pour l'école, Nolan. C'est merveilleux. J'espère que tu te souviens d'où tu viens. Comme si je leur devais quelque chose. Message supprimé. Les cours ont commencé. Je travaillais le matin,
j'avais des cours l'après-midi, et j'étais à la bibliothèque le soir. J'ai trouvé un appartement près du campus avec 2 colocataires calmes qui payaient leur loyer à temps. J'ai quitté la cabane avec une poignée de main de remerciements et 50 € supplémentaires pour le propriétaire. Mon professeur de commerce a remarqué que j'apprenais vite. Il a commencé à me donner du travail supplémentaire, à m'aider à organiser les horaires des cours pour les autres étudiants. J'ai été sur la liste d'honneur au semestre de printemps. À l'automne, j'ai décroché un poste administratif sur le campus, mieux payé que l'entrepôt. La première année a été rude mais stable. La deuxième année, j'ai trouvé mon rythme. Meilleur appartement, meilleure routine, meilleure note. J'ai obtenu mon diplôme d'associé de 2 ans, puis j'ai été transféré à l'université d'État pour ma licence. Au moment où j'entamais ma 3e année d'études supérieures, travaillant sur ma licence, j'étais parti de la maison depuis près de 3 ans. Ça semblait une éternité. Puis, un soir de mi-septembre, j'ai reçu un message LinkedIn d'une ancienne voisine. « Salut Nolan, je n'étais pas sûr si je devais en parler, mais j'ai pensé que tu avais le droit de savoir. Tes parents viennent de mettre la maison en vente. Le panneau a été installé hier. J'espère que tu vas bien. » J'ai fixé le message. La maison était en vente. Au début, rien, juste le vide. Puis autre chose, quelque chose de froid et de concentré. J'ai ouvert Zillow. L'annonce était facile à trouver. Photos professionnelles, meubles de mise en scène, description générique. Charmante maison familiale avec du cachet. 3 chambres plus une pièce bonus, parquet, quartier calme, entretenu avec amour pendant plus de 20 ans. J'ai fait défiler les photos. Salon, cuisine, chambre principale, salle de bain des invités, puis quelque chose étiqueté, bureau aux pièces bonus d'Evan. Ma chambre, sauf que ce n'était plus la mienne. Mur beige, literie neutre, impression de paysage générique. Pas la moindre trace des 18 années que j'avais passées dans cet espace. Pas de poster, pas de bureau, pas de livre, rien. Il ne m'avait pas seulement effacé, il m'avait rénové. Je suis resté assis longtemps, le téléphone à la main, à regarder l'annonce. Le prix demandé était élevé, bien trop élevé pour une maison de cet âge dans ce quartier. Ils étaient clairement désespérés. Ils avaient probablement besoin de vendre rapidement. J'ai creusé plus loin. Les registres de propriété publique sont étonnamment faciles à trouver si vous savez où chercher. J'ai consulté l'historique de l'hypothèque, les registres fiscaux, les ventes passées, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. L'hypothèque n'était pas remboursée, loin de là. Et ils étaient en retard de paiement, peut-être 4 mois, peut-être 5, d'après les registres publics. C'est là que l'idée a commencé à se former. Je voulais voir la maison une dernière fois avant qu'elle n'appartienne à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai fait quelque chose d'un peu fou. J'ai attendu une journée portes ouvertes. Ils en avaient une de prévue ce dimanche-là. Selon l'annonce, l'agente se tenait dans l'allée, saluant les gens quand je suis arrivé. J'avais emprunté une chemise à mon colocataire et je tenais un dossier avec des papiers au hasard pour avoir l'air crédible. L'agente n'avait aucune idée qu'elle faisait visiter la maison à un fantôme. Alors, les vendeurs sont super motivés, a-t-elle dit, cliquant nerveusement sur son stylo alors que nous remontions l'allée. Ils ont déjà déménagé la plupart de leurs affaires personnelles, ils cherchent une vente rapide. Leur plus jeune vient de commencer l'université hors de l'État. Leur plus jeune, Evan, bien sûr. J'ai hoché la tête, la suivant à l'intérieur. Elle parlait sans arrêt de moulures, d'appareils électroménagers modernes et de fenêtres éco-énergétiques. J'écoutais à peine. Mon attention était portée sur les espaces, les murs, le fait que je n'étais plus là. La cuisine était la même. Le salon aussi. La chambre de mes parents était mise en scène avec des meubles de location. Puis nous sommes arrivés à mon ancienne chambre. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et je n'ai absolument rien ressenti, juste du froid. L'agente a fait un geste circulaire comme si elle présentait un trophée. C'était la salle de jeu et d'études de leur fils. Elle reçoit une lumière naturelle incroyable. Un espace flexible parfait. Salle de jeu et d'études. C'est ce que j'étais devenu. Le surplus d'Evan. Je suis entré. Il l'avait mise en scène comme une station de préparation pour l'université. Un bureau élégant avec une lampe. Un tableau d'affichage avec une liste de contrôle pour le dortoir soigneusement épinglé.
Des brochures universitaires étalées sur une table d'appoint. Le nom d'Evan partout. Nous sommes ensuite passés dans la vraie chambre d'Evan. Toujours décorée. Toujours avec ses affaires. Des trophées sur l'étagère, des posters au mur. Il n'avait pas touché à une seule chose. L'arrière-cour était pire. La cabane dans les arbres que j'avais construite avec mon oncle quand j'avais 13 ans, celle où j'avais passé des centaines d'heures à lire et à m'évader, avait disparu, démolie. Juste un rectangle de terre et quelques boulons rouillés sortant de poteaux pourris. L'agente m'a vu regarder. Les vendeurs ont mentionné qu'ils avaient retiré une vieille structure ici. Une question de responsabilité civile. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. Elle m'a accordé 1 minute, sentant probablement que quelque chose clochait dans mon silence. Vous voulez voir le garage avant de conclure, a-t-elle demandé d'un ton enjoué. Je l'ai suivie par la porte latérale. Le garage était encombré de cartons de déménagement et de bacs en plastique empilés contre le mur du fond. La plupart étaient étiquetés de l'écriture soignée de ma mère. Décoration de fête. Surplus cuisine. Evan, à garder. Puis j'ai vu le coin. 3 bacs poussés derrière un tapis de course cassé. Des étiquettes en ruban de masquage, de la même écriture. À donner, vieilleries anciennes chambres. Et le dernier, le plus petit, comme une pensée après coup, poubelle. Et devinez les affaires de qui se trouvaient dans cette poubelle? Les miennes, bien sûr. J'ai fixé ce bac pendant un long moment. L'agente n'a rien remarqué. Elle retournait déjà à l'intérieur, parlant de superficie. Je me suis dirigé vers la clôture du fond, les mains dans les poches, respirant calmement. C'était la cour où j'avais appris à faire du vélo, où j'avais enterré une capsule temporelle en CM1 qui était probablement encore sous le chêne, où j'avais existé pendant 18 ans. Et maintenant, ce n'était qu'une autre annonce, une autre transaction. Ce soir-là, assis dans ma voiture après la visite, j'ai pris une décision. S'ils voulaient m'effacer, très bien. Mais j'allais m'assurer que le monde sache exactement qui j'étais, et ils allaient assister au spectacle depuis les décombres. Je ne voulais pas une vengeance qui crie. Je voulais une vengeance qui brûle lentement. Le genre qui s'insinue, détruit en silence, et ne laisse aucune trace. Puis le texto est arrivé de nulle part, environ 2 mois après que j'ai commencé le community college. Evan. La première fois que j'avais de ces nouvelles depuis mon départ. J'ai entendu dire que tu bosses dans une épicerie et que tu vas au community college. Puis un autre message. Tu sais ce que j'ai fait de ta chambre, hein? Regarde ça. En pièces jointes, une photo. Mon ancienne chambre, sauf que ce n'était plus ma chambre. Fraîchement peinte, nouveau meuble. Mise en scène comme une salle d'exposition pour les portes ouvertes. Propre, parfaite, comme si je n'avais jamais existé. J'ai viré toutes tes merdes. C'est bien mieux maintenant. J'imagine que c'est ce qui arrive quand le poids mort s'en va. Reste fauché avec ton petit boulot. Ne reviens pas. Ah, et merci d'avoir déménagé. On avait vraiment besoin de la place pour quelque chose d'utile. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. Pas blessé, pas en colère, juste froid, calculateur. Il voulait une réaction. Il voulait que je réponde quelque chose de désespéré ou de défensif. Il voulait la preuve qu'il avait toujours du pouvoir sur moi. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cette photo, à la facilité avec laquelle il m'avait effacé. Vers 2 heures du matin, j'ai ouvert Instagram, juste pour faire défiler, tuer le temps. C'est là que je l'ai trouvé. Le compte d'Evan. Même visage, nom d'utilisateur différent. Une variation de son nom avec des chiffres aléatoires. Le genre de compte que les gens créent quand ils se croient malins, mais sont en fait juste négligents. Sa story était toujours en ligne. Postée il y a 6 heures. La première diapositive le montrait assis dans mon ancienne chambre. Légende, poids mort enfin éliminé. La deuxième diapositive le montrait se filmant dans le miroir. Légende, le petit prince continue de gagner. J'ai fait une capture d'écran des deux. Nom d'utilisateur visible, horodatage visible. Puis j'ai continué à faire défiler ces stories à la une. Des mois de publication. Et c'est là que j'ai trouvé de l'or. Une story à la une intitulée « Vraie discussion » contenait des diapositives datant de quelques mois.
Evan plaisantant avec des amis sur le fait d'avoir copié à un examen de calcul. Une autre diapositive se vantant que sa petite amie écrivait ses dissertations d'anglais. Une autre où il riait d'avoir falsifié des heures de bénévolat pour ses dossiers universitaires. Des captures d'écran de discussions de groupe où il admettait avoir plagié des devoirs. Rien de caché, rien de privé, juste là, public, stupide. J'ai fait une capture d'écran de chacune, en m'assurant que le nom d'utilisateur et l'horodatage étaient visibles sur chaque cliché. Puis je me les suis toutes envoyées par email, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai créé un nouveau dossier à l'intérieur de celui intitulé « Maison ». Je l'ai appelé « Preuve ». C'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'en était fini de juste survivre, de juste construire ma propre vie en espérant que le karma finirait par les rattraper. J'allais devenir le karma. La première étape, c'était l'information. La vraie information, celle enfouie dans les documents et les archives publiques. J'ai tout organisé comme si je constituais un dossier, parce que c'était le cas. J'avais un dossier sur mon ordinateur portable appelé « Maison ». Et à l'intérieur, un autre dossier appelé « Ne me mentez pas ». Des PDF, des captures d'écran, des dates, des liens de comptés surlignés, des favoris, et un fichier de notes où j'écrivais qui avait dit quoi et quand. J'ai aussi imprimé les pires éléments. Du papier de bureau, un classeur bon marché, des pochettes en plastique. Le fait de le tenir dans ses mains le rend réel. J'ai passé les 2 semaines suivantes à rechercher tout sur la vente de leur maison. Les archives publiques suffisaient. Permis, hypothèque, anciennes notes du MLS, procès-verbaux de l'association des propriétaires, et documents judiciaires. J'ai tout capturé et tenu un journal comme s'il s'agissait d'une affaire. Et quelque chose d'intéressant est apparu. Le sous-sol avait été inondé 3 fois au cours des 7 dernières années. Panne de pompe de puisard documentée, dégâts des eaux, fissures dans les fondations, le tout géré discrètement, à bas prix, avec des réparations minimales. Rien qui n'apparaîtrait lors d'une visite rapide, mais assez pour être un problème sérieux pour tout acheteur qui y regarderait de plus près. Et devinez ce qui n'était pas mentionné dans les déclarations actuelles du vendeur? Les inondations, les problèmes de fondation, rien de tout ça. Il le cachait. Pas seulement en omettant des choses, mais en dissimulant activement des problèmes structurels. C'est de la fraude immobilière. Ça pourrait annuler la vente, les exposer à des poursuites judiciaires, détruire toute leur crédibilité. J'ai sauvegardé chaque document, imprimé des copies, et téléchargé des sauvegardes sur 3 comptes cloud différents. Mais les preuves seules ne suffisaient pas. Il me fallait un timing, une stratégie. J'ai contacté quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, un vieil ami du lycée. Nous étions allés au lycée ensemble, dans la même équipe d'athlétisme. Il s'était lancé dans l'analyse de données, et travaillait maintenant en freelance, faisant des recherches de fonds pour de petits cabinets d'avocats. Nous n'étions pas proches, mais je l'avais aidé une fois quand sa voiture était tombée en panne, en 2e année, et qu'il avait besoin qu'on le conduise à un entretien pour l'université. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du campus. J'ai expliqué ce dont j'avais besoin. Pas tout, juste assez. J'ai besoin de savoir ce qui est enfoui dans les archives publiques, ai-je dit. Historique de la propriété, permis, déclaration de sinistre, des choses qu'un acheteur normal ne chercherait pas, il a fait craquer ses doigts en souriant. Donne-moi 3 jours. Il a livré en 48 heures. Mon ami n'a rien piraté. Il savait simplement comment extraire les permis, les anciennes annonces et les miettes d'assurance que les gens normaux ne regardent jamais. Les permis de construire du comté montraient 3 projets d'étanchéité distincts sur 6 ans. Il a trouvé des factures d'entrepreneurs que mon père avait soumises à l'association des propriétaires pour remboursement sur des problèmes de drainage partagé. Ces procès-verbaux de réunion sont des archives publiques dans notre comté. D'anciennes notes du MLS, datant de l'époque où ils avaient acheté la maison, mentionnaient une légère humidité au sous-sol. Il y avait aussi des archives de la cour des petites créances où un ancien propriétaire avait intenté un procès pour dégâts des eaux avant que mes parents n'achètent. Le problème du sous-sol était pire que je ne le pensais. Pas seulement des inondations, mais des fissures majeures dans les fondations, de l'eau s'infiltrant à travers les murs à chaque forte pluie. La pompe de puisard était une solution temporaire. La vraie solution coûterait au minimum 35 000 €. Et mes parents le savaient. Mon ami a trouvé une demande de permis de construire datant de 8 mois où mon père avait listé « Réparation de l'étanchéité du sous-sol, patch temporaire » dans la description des travaux. Ils avaient fait le strict minimum et n'avaient jamais rien divulgué.
Je les tenais, mais je n'étais pas encore prêt à agir. Je voulais que le timing soit parfait, chirurgical. Pendant ce temps, je continuais à construire ma vie. L'université m'a invité à prendre la parole lors de leur événement d'automne pour les étudiants de première génération. Ils voulaient que des étudiants plus âgés, qui avaient surmonté des défis, partagent leurs histoires. Quelqu'un qui avait réussi sans le soutien de sa famille et qui s'était vraiment accroché. L'événement était prévu pour fin octobre, à l'échelle du campus, professeurs, étudiants, parents. C'est là que j'ai réalisé que le timing était parfait. Et si mes parents me voyaient sur scène, reconnu comme un succès, célébré publiquement, juste au moment où la vente de leur maison s'effondrait? Et si tout ce qu'ils avaient construit, leur image, leur histoire de famille parfaite, commençait à s'écrouler parce que j'avais réussi sans eux? Pas parce que j'avais crié, mais parce que j'avais souri. J'ai commencé à mettre les pièces en place. J'ai préparé les documents, les preuves de la fraude, prêts à être envoyés au bon moment. J'ai contacté le service de communication de l'université et j'ai confirmé qu'il présenterait mon histoire. Profil complet, photo, la totale. J'ai dit oui à tout. Et puis, j'avais une autre carte en main. Evan. Les captures d'écran de son compte Instagram. Toutes ces publications se vantant d'avoir triché, falsifié des heures de bénévolat, plagié des dissertations, qui attendaient dans mon dossier, preuve. Rien d'énorme pris isolément, mais rassemblé et envoyé au bon bureau des admissions, c'est différent. Je ne voulais pas le détruire, juste lui rappeler que personne n'est intouchable pour toujours. J'ai attendu octobre, et quand il est arrivé, j'ai commencé. Le discours d'orientation avait lieu un jeudi après-midi. Je l'avais répété une douzaine de fois, seul dans mon appartement, essayant de paraître confiant sans avoir l'air de réciter. L'université voulait de l'inspiration, alors je leur ai donné de l'honnêteté. J'ai parlé de grandir en étant invisible, de travailler 2 emplois pour payer les frais d'inscription, de dormir dans un refuge d'église et d'apprendre à faire durer 3 € pour 2 repas. J'ai parlé du moment où j'ai réalisé que je n'avais besoin de la permission de personne pour exister, du fait d'avoir été sur la liste d'honneur 4 semestres d'affilée tout en travaillant à temps partiel et en finançant mes propres études. L'auditorium était plein, 300 personnes, peut-être plus. Étudiants, parents, professeurs, et quelque part, regardant en ligne, mes parents. L'université a publié la vidéo complète sur son site web ce soir-là. 3 heures plus tard, elle avait été partagée 40 fois. Le matin, 100 anciens camarades de classe avaient commenté. Des professeurs m'ont contacté. Des inconnus ont envoyé des messages disant qu'ils avaient vécu quelque chose de similaire et que mon histoire leur donnait de l'espoir. Et mes parents l'ont vu. Je le sais parce que quelqu'un m'a transféré une capture d'écran d'un commentaire que ma mère a laissé sur une publication partagée. C'est plein d'exagération. Certaines personnes n'apprécient tout simplement pas tout ce que leur famille sacrifie. Passif-agressif, défensif, parfait. Elle était secouée, et je n'avais pas fini. Ce qui m'a fait rire, c'est la vitesse à laquelle tout a échappé à mon contrôle. La page communautaire locale a repris l'histoire, parce que les petites villes traitent la vie des autres comme un divertissement gratuit. Quelqu'un a posté l'article. Quelqu'un d'autre a posté une capture d'écran du commentaire de ma mère. Et puis les réponses se sont transformées en un festival de commérage qui prétend se soucier, mais qui n'est en réalité que du drame. Le lendemain, l'agente immobilière a soudainement désactivé les commentaires sur son annonce. Pas une coïncidence, juste de la gestion de crise. Pendant que mon profil circulait en ligne, j'ai exécuté la phase 2. Les acheteurs de la maison étaient dans leur période d'inspection finale. Tout se dirigeait vers la clôture de la vente. Ils avaient déjà obtenu leur financement, commencé à faire leur carton, investi mentalement dans ce qui allait être leur nouvelle maison. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé le colis. Anonyme, intraçable, et expédié via un service postal tiers. À l'intérieur se trouvait une clé USB. L'historique des permis montrant des travaux d'étanchéité répétés. Des photos de l'annonce des portes ouvertes montrant des taches suspectes sur les murs. Des captures d'écran des procès-verbaux de la réunion de l'association des propriétaires discutant des problèmes de drainage partagés. Des copies des anciennes notes du MLS mentionnant l'humidité, les documents du tribunal des petites créances du procès de l'ancien propriétaire. Et une lettre tapée. Cette propriété a des dommages structurels non divulgués. Les vendeurs le savaient et les ont délibérément dissimulés. Si vous finalisez l'achat de cette maison, la responsabilité vous incombera.
demandez à l'agent des informations sur les permis d'étanchéité et les problèmes de fondation documentés dans les archives du comté. Voyez ce qu'ils répondent. 4 jours plus tard, l'annonce a disparu. Les acheteurs se sont retirés, sans ménagement. Voici le truc avec l'immobilier, une fois que l'inspecteur d'un acheteur documente une infiltration d'eau et des dommages aux fondations, et que l'agent de l'acheteur le met par écrit en exigeant des réparations ou des crédits, cet agent a une obligation légale de le divulguer à l'avenir. L'agente immobilière ne pouvait plus le cacher. L'agent des acheteurs lui a envoyé un email formel demandant au vendeur de résoudre les problèmes structurels non divulgués, sinon il se retirerait. Cet email n'est peut-être pas un document public, mais il a fait le tour. Les agents immobiliers parlent. Surtout dans les petites villes. Tout futur acheteur en entendrait parler. Tout agent d'acheteur sérieux poserait des questions. Et si l'agente essayait de le cacher maintenant, elle perdrait sa licence. Ils étaient coincés, en retard sur leur hypothèque, incapables de vendre sans divulguer et réparer. 35 000 € qu'ils n'avaient pas, face à la saisie. Je n'ai pas célébré, j'ai juste regardé les dominos tomber. Puis est venue la phase 3. Evan postulait dans des universités, de grandes écoles, des programmes prestigieux, surfant sur des notes gonflées et des réussites factices. J'ai envoyé un email, anonyme, au bureau d'intégrité des admissions de ses 3 premiers choix. Préoccupation de malhonnêteté académique concernant le candidat Evan nom de famille. 6 juin des captures d'écran montrant des registres de bénévolat falsifiés et un plagiat avoué. Veuillez examiner avant de finaliser les décisions d'acceptation. J'ai joint les captures d'écran. Lui plaisantant sur le fait de copier des devoirs, se vantant d'avoir falsifié des heures de service communautaire, riant d'avoir des amis qui signent des feuilles de présence qu'il n'a jamais méritées. Je n'avais pas besoin qu'il soit rejeté sur le champ. J'avais juste besoin d'un petit tampon discret, en cours d'examen, qui le suivrait partout. 2 semaines plus tard, j'ai entendu dire par le réseau de la petite ville que l'acceptation d'Evan à son premier choix avait été retardée. Ils avaient demandé des documents supplémentaires. Son comité de bourse avait mis sa candidature en attente, en attendant des éclaircissements. Rien de final, rien d'explosif, juste des questions. Mais Evan saurait que quelqu'un savait. Il passerait des mois à attendre que l'autre chaussure tombe, à vérifier ses emails, se demandant obsessionnellement qui l'observait. C'était suffisant. 3 semaines se sont écoulées, calme, normal. Je suis allé en cours, j'ai fait mes quarts de travail, j'ai étudié à la bibliothèque. C'était maintenant novembre, un peu plus de 2 ans depuis que j'avais quitté leur maison. J'avais eu 22 ans il y a des mois. Ils avaient manqué 2 anniversaires. Puis ils sont venus. Ils attendaient devant mon immeuble un mardi soir, quand je suis rentré du travail. Tous les deux. Mon père avait l'air plus vieux, fatigué, les épaules voûtées. Ma mère avait cette expression faussement calme qu'elle utilise quand elle tient à peine le coup. Nolan, a dit mon père, la voix tendue. Il faut qu'on parle. Je me suis arrêté sur le trottoir, sans m'approcher, je les ai juste regardés. Maintenant, ai-je dit doucement. Après que la maison soit invendable et que les candidatures d'Evan s'effondrent, c'est là que vous voulez parler? Mon père a tressailli comme si je l'avais giflé. On ne savait pas que les choses étaient devenues si graves. Vous ne saviez pas, ou vous ne vous en souciez pas? S'il te plaît, a dit ma mère en s'avançant. Nous avons fait des erreurs. Nous le voyons maintenant. Mais il faut que ça s'arrête. Tu fais du mal à ta famille. J'ai ri, un rire sec et froid. Ma famille? Où était ma famille quand vous avez oublié mon anniversaire? Où était ma famille quand vous avez saboté mes candidatures à l'université? Où était ma famille quand papa m'a battu et m'a traité d'erreur? Silence. Mon père regardait le sol. Les yeux de ma mère se sont remplis de ces fausses larmes qu'elle sait si bien produire. Nous perdons tout, a-t-elle dit doucement. La maison va être saisie. Evan a perdu ses offres de bourse. Nous avons dû contracter des prêts justes pour couvrir ses frais de scolarité. Nous survivons à peine. Bien, ai-je dit. Sans hésitation. Vous devriez savoir ce que ça fait. Nolan, a dit mon père, la voix légèrement brisée. Nous sommes désolés. D'accord, nous sommes désolés. Nous avons eu tort. Mais tu dois comprendre, nous étions sous beaucoup de stress. Nous avons fait des erreurs. Des erreurs, je les coupées. Vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez fait des choix.
Chaque jour, pendant 18 ans. Vous avez choisi Evan plutôt que moi. Vous avez choisi de me faire sentir petit, sans valeur, comme si je ne comptais pas. Et maintenant? Vous êtes ici parce que vous avez besoin de quelque chose de moi. Pas parce que je vous manque. Pas parce que vous regrettez ce que vous avez fait. Parce que vous avez besoin d'aide. Ma mère a réessayé. On pensait que tu pourrais peut-être nous aider, juste temporairement. On sait que tu t'en sors bien avec ton travail et tes études, et si tu pouvais juste. Quoi, ai-je dit? Vous prêtez de l'argent, co-signez quelque chose, vous tirez d'affaires? Laissez-moi deviner. Vous avez entendu dire que j'ai eu une promotion au travail. Vous avez pensé que je serais une proie facile. Ils n'ont pas nié. Nous sommes tes parents, a dit mon père désespérément. Ça ne veut rien dire? Vous avez cessé d'être mes parents le jour où vous avez organisé cette fête pour la montre d'Evan et oublié que j'existais, ai-je dit. Vous avez cessé d'être mes parents quand vous m'avez battu et traité d'échec. Vous avez cessé d'être mes parents quand vous avez essayé de saboter mon avenir. Alors non, ça ne veut rien dire. Ma mère a tenté une dernière fois. Nolan, s'il te plaît. On t'en supplie. On va tout perdre. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes photos, et je leur ai montré la photo de la cérémonie. Moi, sur scène, tenant mes récompenses, souriant. Ça, ai-je dit, c'est ce que j'ai construit sans vous. C'est ce que je suis devenu après que vous m'ayez jeté. Et vous savez quoi? Je m'en porte mieux. Alors, tout ce que vous êtes sur le point de perdre, ça s'appelle les conséquences. Bienvenue au club. Je suis passé devant eux en direction de mon immeuble. Mon père m'a attrapé le bras. Pas fort, juste désespérément. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement en me dégageant. Ne me touche plus jamais. Il a lâché prise. Je les ai regardés tous les deux une dernière fois. Vous vouliez que je parte. Vous avez eu votre vœu. Maintenant, restez partis. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte, et ce fut la dernière fois que je les ai vus en personne. Au cours de l'année suivante, des bribes de leur histoire m'ont été rapportées. La maison a été saisie. Ils ont déménagé dans une petite location de l'autre côté de la ville. Mon père a pris des quarts de travail le week-end pour livrer des colis afin de joindre les deux bouts. Evan a été transféré dans une université d'État sans bourse, travaillant à temps partiel dans un centre d'appel pour aider à couvrir les frais. Ils ont essayé de me contacter quelques fois. Des SMS d'anniversaire, des cartes de vœux, toujours courts, toujours superficiels. Jamais de vraies excuses, juste de faibles tentatives de reconnexion qui ne reconnaissaient pas ce qu'ils avaient fait. Je n'ai jamais répondu. J'ai obtenu mon diplôme à 22 ans avec mention, j'ai été promu 2 fois à mon travail sur le campus. Ma vraie famille, ce sont ceux que j'ai choisis.